Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette formation au développement photo sur Lightroom. Aujourd'hui, on va vous présenter comment importer et trier des photos dans Lightroom, puis par la suite comment les développer de façon à avoir des photos qui soient plus réussies après le passage dans Lightroom par rapport à avant. Et donc cela va nous permettre notamment de corriger des petites erreurs d'exposition qu'il pourrait y avoir à la prise de vue ou, si on le souhaite, faire des travaux plus créatifs et avoir des photos travaillées de façon plus originale grâce à la retouche photo. Sachant que Lightroom est un logiciel vraiment axé sur l'édition de photos d'un point de vue colorimétrique, cadrage, etc. On ne va pas du tout être sur du montage photo comme on pourrait faire sur Photoshop, où là on va vraiment changer la photo, créer quelque chose supplémentaire. Sur Lightroom, on reste vraiment sur la photo telle quelle que l'on modifie plus ou moins. Donc pour commencer, lorsque vous arrivez sur Lightroom, logiquement vous n'avez absolument rien ici. Ici, là, il y a une photo parce que ce n'est pas un tout nouveau catalogue Lightroom, mais si vous commencez à partir de rien, vous n'aurez pas cette photo-là. Donc vous allez vouloir commencer par importer des photos pour pouvoir travailler sur les photos que vous souhaitez. Pour ça, vous cliquez sur le bouton Importer en bas à gauche, et là, vous allez avoir accès en fait directement à tout l'ordinateur. C'est-à-dire que vous allez avoir accès sur la gauche à tous les différents fichiers de l'ordinateur. Alors, vous allez avoir les différents disques, donc si c'est des disques durs USB, vous allez avoir vraiment toutes les informations, notamment au niveau des cartes SD, au niveau des clés USB qui pourraient être branchées sur l'ordinateur, mais aussi donc des disques durs, que ce soit du SSD ou du HDD, vous aurez tout qui sera ici. Donc vous pouvez retrouver, vous pouvez naviguer, en fait, vous cliquez sur la flèche, ça fait dérouler et là vous pouvez voir plus. Donc vous allez en fait en cliquant sur la flèche faire dérouler et voir tous les sous-menus de votre ordinateur. Vous allez pouvoir comme ça chercher un fichier particulier. Par exemple, si vous cherchez un fichier, notamment le fichier image, vous allez pouvoir aller dans utilisateur et choisir le fichier image. Donc pour ma part, je vais rester sur la carte SD, donc qui s'appelle disque amovible L ici. De base, si vous importez une carte SD dans le Lightroom, il détectera que c'est une carte SD et ce sera elle qui vous mettra sur le module d'importation. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais retirer ces photos-là que je ne souhaite pas importer. Quand vous souhaitez ne pas importer une photo, vous cliquez juste ici. Lorsque c'est coché, vous allez importer la photo. Lorsque c'est décoché, vous n'importez pas la photo. Ça va vous permettre comme ça d'éviter justement d'importer certaines photos que vous savez d'avance qui sont ratées, ou alors si vous avez sur votre carte des photos que vous avez déjà retouchées, ou alors des photos que vous ne voulez absolument pas retoucher, ou même des vidéos et que vous ne voulez pas voir les vidéos sur Lightroom, vous pouvez les décocher. Pour en sélectionner plusieurs, ce que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur la première photo que vous voulez désélectionner, appuyer sur la touche majuscule, la touche Shift, puis cliquez sur la dernière photo que vous voulez sélectionner, et là, vous voyez toutes les photos entre la première et la dernière sont sélectionnées. Si vous voulez en sélectionner une ou plusieurs, par exemple, je ne veux que celle-ci, je vais cliquer que sur celle-ci, mais si j'en veux d'autres, je fais CTRL, la touche CTRL sur le clavier, et je clique et je sélectionne celle que je veux prendre ou retirer selon les cas. Donc voilà, ici, je veux absolument tout prendre de ces photos-ci. Je vais par exemple ne pas prendre celle-ci qui me paraît inadaptée. Et on va être déjà avec un bon tri des photos. Celle-ci me paraît également peu adaptée à ce que je désire faire. Et là, normalement, on a à peu près toutes les photos. Donc voilà, là c'est juste pour un exemple des photos du Puy du Fou que j'avais fait il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, mais c'est pour vous montrer un peu comment est-ce qu'on trie les photos. Sachant que si vous voulez sélectionner toutes les photos, vous cliquez juste ici, c'est la même chose que si vous cochez sur une seule photo, sauf qu'ici ça fait toutes les photos. Et si vous voulez les cacher, vous cliquez sur la flèche en haut, ou si vous voulez les remettre, vous recliquez ici. Il peut arriver qu'elles disparaissent, justement les photos, que sans que vous fassiez exprès, il faudra recliquer sur cette flèche-là. Au niveau du haut, vous pouvez choisir ce que vous faites, soit vous ne faites que les copier, donc vous les importez uniquement dans votre Lightroom, soit vous décidez de les ajouter, soit de les déplacer, soit les copier au format DNG. En fait, les copier au format DNG, ce que ça va faire,
c'est que ça va créer une copie de vos photos dans un format, donc le format DNG, qui est un autre format que le format d'origine de vos photos. Par exemple, ici, c'est des photos qui ont été prises au Nikon, donc c'est du point .nef comme format RAW. Et là, il y a le format DNG qui est un autre format RAW que vous pouvez préférer ou non. Si vous le préférez, ce que ça va faire, c'est que ça va importer vos photos, puis ça va les transformer en DNG. Donc voilà, ça c'est votre choix, vous décidez de ce que vous souhaitez faire. Pour ma part, je veux simplement les copier. Et ensuite, vous allez pouvoir ici gérer de nombreuses choses. Vous allez pouvoir créer des aperçus dynamiques si vous le souhaitez dans Lightroom. De base, je ne le crée pas parce que mon ordi est suffisamment puissant, mais si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à créer des aperçus dynamiques. Comme ça vous permet d'utiliser moins de puissance de l'ordinateur et de pouvoir retoucher plus facilement et plus rapidement sur Lightroom. Vous allez, si vous avez des doublons, alors là c'est pas le cas, hein, mais si jamais vous avez des photos qui sont là plusieurs fois, eh ben, il va le reconnaître et il ne va les importer qu'une seule fois pour éviter que vous ayez 3 fois la même photo sur votre fichier Lightroom. Vous allez également pouvoir faire beaucoup de choses, vous allez pouvoir renommer les fichiers si vous le souhaitez, donc vous cochez ici et ensuite vous choisissez le nom que vous voulez donner au fichier, les extensions si vous voulez les changer ou non. Je ne vous conseille pas forcément de renommer les fichiers tout de suite, vous pourrez les renommer une fois que vous les aurez retouchés. Également, pendant l'importation, vous pouvez changer des paramètres de développement directement ici, c'est-à-dire que lorsqu'il va importer, il va tout de suite ajouter certaines choses, des retouches au niveau du vignettage, de l'optique, du grain, de la couleur, etc. Vous pouvez vraiment déjà faire des premières retouches ici, si vous voulez des retouches très rapides pour l'ensemble de vos photos. Par exemple, si vous travaillez en studio, ça peut être utile parce que vous avez les mêmes retouches pour toutes les photos et vous gagnez du temps. Par contre, si vous voulez faire des retouches précises, ce module-là ne vous servira pas beaucoup. Vous pouvez également changer les métadonnées, créer notamment des paramètres prédéfinis. Personnellement, je vous conseille de le faire, par exemple, si vous voulez rajouter des copyrights. On va vous montrer ensuite comment changer ces métadonnées et pensez bien que quand on reparlera des métadonnées et de comment créer un copyright et ajouter un copyright à la photo sans qu'il soit visible sur la photo, mais qu'il soit visible uniquement dans les EXIF, qui sont donc les informations du fichier, eh bien, on pourra décider à l'importation de l'ajouter ici. Il vous suffira de cliquer sur le nom du paramètre de métadonnées que vous avez créé, et comme ça, si vous avez un copyright avec votre nom, eh bien, il s'ajoutera sur toutes les photos que vous mettrez sur Lightroom. Donc ça, c'est assez pratique. Et après, la destination, c'est-à-dire, ça va être la destination dans laquelle vous voulez que les fichiers soient envoyés. C'est-à-dire que si vous faites, par exemple, une copie au format DNG, eh bien, les RAW seront copiés au format DNG dans ce fichier que vous choisissez. Donc ici, il vous faut choisir le dossier que vous souhaitez vraiment pour conserver les photos. C'est là que vous pourrez changer le dossier si vous en avez besoin. Voilà, donc pour le module d'importation, vous avez toutes les informations maintenant pour faire votre importation. Le plus utile, une fois que vous avez bien fait, ce que je vous conseille, c'est de bien paramétrer tout au niveau de la destination, des métadonnées, etc., etc., selon vos besoins. Et à partir de là, vous n'aurez plus jamais besoin normalement d'utiliser ce paramètre-là, à part si vous voulez les changer, mais si vous utilisez toujours les mêmes choses, vous le paramétrez une fois, et après comme ça, vous n'avez plus qu'à toucher à quelles photos vous voulez importer, lesquelles vous ne voulez pas importer, et vous gagnez du temps. Vous pouvez également changer le mode de vue, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de ne voir qu'une seule photo. En faisant les flèches, vous pouvez naviguer dans les photos. Flèche de droite sur votre clavier, vous allez sur la photo à droite. Flèche de gauche sur la photo à gauche. Donc ça vous permet de naviguer et de voir, par exemple, si vous décochez ici, cette photo ne sera pas importée. Si vous cochez ici, elle sera importée. Contrairement à la grille où c'est un peu plus petit, ça vous permet de mieux voir et de mieux choisir si jamais il y a une photo où vous ne savez pas trop, vous hésitez. Par exemple, si je prends cette photo-ci, vous voyez que c'est compliqué de voir ce qu'il y a sur cette photo. Maintenant, je vais ici, je vois qu'il y a un oiseau juste ici. Je me dis que oui, je veux le garder dans l'importation. S'il n'y avait rien, j'aurais dit non et j'aurais pu décocher ici. Voilà donc, vous pouvez également choisir de faire un tri selon l'heure de capture, donc à quelle heure vous avez pris la photo, selon le nom du fichier pour avoir le premier nom en haut et le dernier nom en bas, selon le type de fichier, etc. Vous pouvez vraiment changer le mode de tri pour vous repérer plus facilement dans vos photos.
et vous pouvez tout sélectionner, tout désélectionner. Donc si je sélectionne tout, ça sélectionne toutes mes photos. Si je désélectionne tout, aucune de mes photos ne sont importées. Donc moi, je vais tout sélectionner, je vais retirer les photos que j'avais déjà retirées au préalable. Hop, voilà. Et comme ça, je suis sûr de ce que je veux importer. Donc je peux cliquer sur importer, ça va me créer donc les fichiers, ça va me les copier comme je lui ai demandé, donc ça prend un petit peu de temps. Ici, vous avez la barre qui vous indique le temps que ça va prendre, donc vous voyez l'avancée en temps réel par rapport au nombre de photos que vous avez. Alors attention, si vous avez vraiment beaucoup de photos, cette barre, elle va être plus ou moins fiable. Si vous en avez beaucoup, elle sera forcément plus fiable que si vous en avez très peu à importer, vu qu'il aura plus de repères si vous en avez beaucoup. Ça va vous permettre, comme vous le voyez ici, de voir en temps réel les photos qui s'importent. Où est-ce que vous en êtes dans votre importation? Est-ce que vous avez toutes les photos que vous voulez? Est-ce qu'il vous en manque? Est-ce que vous en avez tout vraiment? Et voilà, vous y repérez soit à la barre, soit juste ici. Et vous pouvez cliquer pour voir également ici l'info de tout. Et là, vous voyez que copier et importer les photos, c'est terminé, il a fini. Donc c'est bon, je sais que toutes mes photos sont bien importées. Et si je vais là, j'en ai bien 42 comme je lui avais demandé. Vous avez donc le nom, le nombre des fichiers directement dessus. Et là, vous vous retrouvez donc dans la bibliothèque avec vos photos. La première chose à faire, si vous voulez vous y repérer, ça va être de choisir des dossiers. En fait, vos photos, vous pouvez les classer dans des dossiers. Pour ma part, ici, vous voyez que je n'ai qu'un seul dossier, le dossier import. Et l'inconvénient, c'est que toutes les photos ici du Puy du Fou que j'ai importées, elles se retrouvent avec les photos, notamment la photo de l'appareil photo Nikon que j'avais fait pour le compte Instagram du magasin. Et donc, on se retrouve gêné parce qu'on a à la fois du matériel qui se retrouve avec des photos beaucoup plus axées artistiques, on va dire, par rapport à des photos de produits. Et moi, je voudrais séparer les deux. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est créer un nouveau dossier. Au niveau des dossiers, ce que je vais choisir, c'est d'ajouter un sous-dossier pour me repérer ici. Le sous-dossier, je vais l'appeler Puy du Fou. Je fais créer. Et donc dans import, où il y a toutes mes photos, j'ai le sous-dossier Puy du Fou. Je vais créer un deuxième sous-dossier pour m'y repérer. Je vais mettre photo produit. Donc vous tapez le nom et vous faites créer. Dans photo produit, je vais donc classer ma photo de mon appareil photo. Donc il me dit que ça va déplacer ma photo sur le disque dur. J'accepte, donc je lui dis de déplacer. Une fois que la photo est déplacée, elle sera toujours dans l'import. Donc je pourrais avoir toutes mes photos dans l'import. Mais l'avantage par rapport à juste le laisser dans l'import, c'est que là, si je recherche uniquement la photo de produit, je sais qu'elle est là. Donc je vais faire pareil pour le Puy du Fou. Je vais lui dire de ne plus afficher ce message. Je ne souhaite plus voir que je déplace sur le disque parce que j'en suis conscient, maintenant je le sais. Et je fais déplacer. Donc ça prend un petit peu de temps, le temps de déplacer les photos forcément. Et maintenant, j'ai toutes mes photos qui sont dans le dossier import, vu que c'est le dossier principal. Et dans les sous-dossiers de l'import, j'ai le sous-dossier photo de produit où j'ai uniquement toutes mes photos de produit. Je vais pouvoir en ajouter d'autres plus tard. Et mon sous-dossier avec les photos du Puy du Fou. Et vous voyez que je n'ai plus la photo du boîtier Nikon que j'avais avant et qui me dérangeait justement dans mon tri. Donc comme ça, déjà, on s'y repère bien au niveau des dossiers, sachant que si vous faites clic droit, vous allez pouvoir renommer le dossier, vous allez pouvoir le supprimer, vous allez pouvoir faire plein d'autres options au niveau du tri des dossiers et notamment voir les propriétés du dossier. Ce qui va être vraiment très intéressant au niveau des sous-dossiers, ça va être supprimer et renommer, parce que ça va vous permettre de changer le nom si vous vous êtes trompé, ou de supprimer un sous-dossier s'il vous paraît inutile, d'en rajouter un autre, etc. Ça va être plus facile pour vous y repérer. Donc une fois que vous vous êtes bien repéré dans les dossiers, vous pouvez également choisir de faire des collections. Des collections, l'intérêt c'est que vous pouvez les créer de façon dynamique. Si vous créez une collection dynamique, en fait, vous allez lui dire dans une collection dynamique que vous voulez en temps réel qu'il voit quelles photos ont quels paramètres. Par exemple, ici, je vais créer une collection dynamique nommée une étoile et je vais mettre note égale, alors, est
Donc voilà, je vais lui dire par exemple note est de 1 étoile. Donc toutes les photos qui seront notées avec une note égale à 1 étoile, pas supérieure, inférieure ou égale, etc. Vraiment juste égale à 1 étoile seront retrouvables dans cette collection dynamique. J'aurais pu faire plein d'autres paramètres, j'aurais pu choisir de prendre la couleur de libellé, le texte du libellé, la source, etc., la date, et j'aurais pu dire supérieur ou égal, inférieur, supérieur, je pouvais vraiment changer plein de choses. Là, j'ai dit toutes les photos de 1 étoile, je veux qu'elles soient classées quelque part. Et je vais faire créer, et vous voyez que j'ai donc une collection dynamique, alors que je peux classer comme je le souhaite, et ce que ça va me permettre, c'est que si par exemple cette photo, je lui mets 1 étoile, elle se retrouve automatiquement dans les photos avec 1 étoile. L'intérêt de faire ça, c'est que, par exemple, là, le choix d'une étoile, c'est logiquement les photos que j'aime le moins, et donc je peux régulièrement aller chercher les photos à 1 étoile et toutes les supprimer si je considère qu'elles ne prennent de la place de façon inutile sur mon disque dur, par exemple. C'est pas une obligation, mais c'est une possibilité. A l'inverse, vous pouvez faire 5 étoiles pour avoir uniquement les photos que vous préférez classées dans ce dossier. Vous choisissez vraiment la notation comme vous le préférez, sachant que pour mettre la notation, en fait, vous avez les 5 petits points qui s'affichent quand vous passez sur une photo, et vous cliquez simplement sur le point correspondant à la photo. Là, par exemple, c'est 1 étoile, là, c'est 3 étoiles, 5 étoiles, 1 étoile, etc., etc. Ça va vous permettre donc de trier les photos, et ça va également vous permettre plus facilement de vous y repérer. Vous, si vous souhaitez aussi faire des retouches, vous pouvez tout à fait utiliser ces notes pour des retouches. Par exemple, définir que les photos à 5 étoiles, c'est celles que vous allez retoucher, les photos à 1 étoile, c'est celles que vous n'allez pas utiliser. Et comme ça, vous allez dans la collection dynamique, vous supprimez toutes les photos 1 étoile parce que vous considérez que ce n'est que des purs ratés. Et donc, à partir de là, vous êtes certain de ne pas perdre de temps à devoir retoucher des photos qui ne servent à rien. Vous vous y repérez plus facilement. Donc voilà pour ce qui est des collections dynamiques. Également au niveau de la droite, vous avez plusieurs possibilités. Déjà, vous avez l'histogramme, ça va beaucoup plus servir dans le module développement, donc on vous en parlera plus tard. Vous allez avoir un développement rapide, ça va vous permettre de mettre des paramètres prédéfinis, comme c'était le cas lors de l'importation. Donc choisir certains points précis de développement. Vous allez pouvoir également lui dire de faire la balance des blancs en auto, ou alors en lumière naturelle, en tungstène, etc. Faire une retouche automatique de la tonalité de l'image. Vous pouvez vraiment en fait changer rapidement quelques paramètres pour aller très très vite. Ce n'est pas des retouches très poussées, mais ça vous permet, par exemple, vous faites un contrôle des tonalités en auto, ça va vous permettre d'avoir une exposition à peu près correcte, avec une saturation à peu près correcte. Vous faites une balance des blancs en auto, et à partir de là, vous êtes censé en soi avoir une photo à peu près correcte. Pour ma part, je vais faire CTRL Z pour annuler ces changements, parce que je ne veux pas faire ces changements-là ici, mais si vous voulez faire des changements très rapides, comme vous voyez, vous pouvez le faire ici. Ensuite, vous pouvez également ajouter des métadonnées. Donc c'est ça dont je vous parlais pour faire un copyright sur votre fichier. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les métadonnées, donc c'est ce qu'on appelle aussi parfois les EXIF, c'est des informations sur le fichier qui sont directement dans les propriétés du fichier. On ne les voit pas sur la photo, mais si on fait clic droit propriété, ces informations sont liées à la photo. Et ça va vous permettre notamment, entre autres, de mettre l'heure où la photo a été prise, le lieu où elle a été prise, la date, par exemple. Vous allez vraiment pouvoir changer beaucoup de choses. Et vous allez notamment pouvoir rajouter un copyright, ce qui va vous permettre, si les photos ont un copyright et que, par exemple, c'est des photos que vous voulez donner à vos amis, eh bien, sur les photos, même si eux ne voient pas qu'il y a un copyright, il est présent et ça vous permet de justifier que c'est bien vos photos, parce que si les personnes veulent dire que c'est les leurs, mais qu'en faisant simplement clic droit propriété, on voit qu'il y a votre copyright, eh bien c'est bien que ce sont vos photos, vu qu'il y a votre nom dessus, même si évidemment après le copyright est changeable. Sur le moment, il est présent sur la photo, et tant qu'on ne souhaite pas le supprimer, il existe là. Donc ce que vous allez pouvoir faire, c'est créer justement un paramètre prédéfini. Hop, donc là on est par défaut, vous pouvez changer les métadonnées que vous souhaitez voir, et vous allez pouvoir également en ajouter en faisant modifier les paramètres prédéfinis. Donc là vous vous retrouvez sur paramètres prédéfinis. Ce que vous allez pouvoir faire,
c'est changer les paramètres prédéfinis. Par exemple, ce que je vais décider, c'est déjà de pouvoir changer par exemple le GPS, changer ce que je désire, le nom de la photo, la note qu'elle va avoir, etc. de base, les changer à chaque fois. Pour ma part, ça ne va pas être mon but. Par contre, ce que je vais chercher, je vais aller voir au niveau du copyright, vu que c'est ce dont je vous parlais jusqu'à maintenant. Et ici, copyright, je vais rajouter Nathan Boucher. Donc comme ça, les photos auront mon nom. Et je vais faire en sorte, alors je ne vais rajouter que ça, hein, vous pouvez vraiment changer beaucoup de choses comme vous voyez, il y a vraiment plein d'informations, je vais vous laisser chercher si ça vous intéresse, toutes les informations qui sont possibles sur les prises de vue, la personne qui a réalisé la prise de vue, les artistes visibles, etc. Là mon but c'est qu'à chaque fois j'ai un copyright, donc je vais faire enregistrer les paramètres actuels en tant que nouveau paramètre prédéfini. Hop, ici je vais le renommer, par exemple je vais l'appeler copyright. Et je fais faire créer, je fais terminer, et à partir de là, dans mes paramètres prédéfinis, j'ai le paramètre prédéfini copyright, et quand je l'applique, vous voyez que ma photo prend le copyright Nathan Boucher. Et donc, à l'importation, dont on vous parlait précédemment, lorsque vous avez les métadonnées, eh bien, vous pouvez lui dire de mettre comme paramètre prédéfini copyright directement à l'importation, et comme ça, toutes vos photos auront le copyright qui seront ajoutés dès l'import. Donc voilà, parce que là, il faut vraiment que je retouche les photos une à une pour rajouter le copyright à chaque fois, alors que si je le fais à l'importation, elles vont avoir tout le copyright. Donc une fois que vous l'avez créé une fois, je vous conseille de le rajouter pour toutes vos photos, et également d'en créer éventuellement d'autres. Si vous voulez en avoir un pour une prise de vue particulière, vous pouvez vraiment en créer selon les prises de vue. Un dernier point intéressant, ça va être la vue que vous avez ici. Vous pouvez donc voir la photo, alors en grand ou en ratio 1 par 1 pour vérifier par exemple la netteté de l'image, si elle est au bon endroit. Vous allez pouvoir faire une comparaison entre une photo et une autre. Vous allez pouvoir voir un mode d'ensemble, vous allez avoir voilà, beaucoup de paramètres différents pour voir ces photos. Là par exemple, je veux voir juste celle-ci en grand, je clique sur celle-ci, je clique sur zoomer, donc je clique une fois avec la souris, ça zoome, ça me permet de voir. Si je veux changer le ratio de zoom, c'est juste ici. Si je veux redézoomer pour bien voir uniquement ma photo en grand, je le peux. Et le mode comparaison, ça va me permettre de voir une photo et l'autre et de comparer. Pour ça, pour vous montrer comment choisir, vous cliquez sur une photo et vous cliquez sur une autre, vous faites CTRL-clic pour prendre une autre. Vous faites XY et donc vous avez la photo d'origine et la comparaison. Si vous voulez comparer deux objectifs, deux appareils photo, ça va vous permettre facilement de le faire par exemple. Donc on revient au mode classique de toutes les photos et une fois qu'on a vu donc tout ça, on a vu tout ce qu'il y a à savoir dans le module développement qui vous permettent de bien trier vos photos directement une fois qu'elles sont importées et avoir les bonnes retouches. Une fois que ça c'est fait, on va aller dans le développement pour pouvoir commencer à retoucher nos photos. Donc pour ça, ce que vous allez retrouver, vous allez commencer par voir à gauche un aperçu de la photo que vous avez sélectionnée. C'est la même chose à ce niveau-là que sur le module bibliothèque. Vous avez toujours la possibilité de zoomer sur votre photo à 100% ou à encore plus. Vous pouvez changer le zoom juste ici, encore une fois. Ça, c'est vraiment, vous êtes libre, vous pouvez faire tout ça directement dans le menu navigation. Juste en dessous, vous avez tout ce qui va être en fait les presets Lightroom, c'est-à-dire en fait des retouches que vous avez créées et que vous voulez avoir enregistrées. Par exemple, vous retouchez cette photo-ci, vous trouvez que la retouche est très bien et qu'elle pourrait fonctionner pour d'autres photos, eh bien vous allez créer un paramètre prédéfini avec toutes les retouches de couleurs que vous avez faites. Et donc lorsque vous l'appliquerez ce paramètre prédéfini sur les autres photos, toutes les retouches que vous avez faites sur cette photo, elles seront visibles sur les autres photos sans avoir besoin de toutes les refaire manuellement. Vous avez juste à cliquer sur le paramètre que vous voulez. Donc ici il y en a plein, vous pouvez les créer vous-même ou alors en récupérer sur internet. Faites attention cependant, souvent il y a encore des retouches à faire parce que chaque photo est très différente et donc vous allez, une fois que vous avez fait ça, il va encore falloir retoucher manuellement pour avoir
les retouches les plus précises possibles, c'est difficile de tout faire avec uniquement un paramètre prédéfini. Mais si vous voulez créer donc un nouveau paramètre prédéfini, vous faites créer un paramètre prédéfini en cliquant sur le plus. Ici, vous voyez la fenêtre qui s'affiche. Vous choisissez tous les paramètres que vous voulez prendre en compte. Par exemple, vous avez retouché les lumières, donc vous choisissez la retouche de lumière. Vous avez changé les couleurs, donc vous choisissez la retouche de couleur. Mais vous avez également touché au recadrage. Par contre, vous n'avez pas envie que le recadrage soit visible parce que sur votre photo, vous avez justement un recadrage différent. Eh bien, vous n'allez pas sélectionner le recadrage. Et donc comme ça ne recadrera pas votre photo. Ça ne va vraiment appliquer dans le paramètre prédéfini que ce que vous choisissez. Si vous avez changé la balance des blancs, mais que vous ne voulez pas qu'elle soit changée dans le paramètre prédéfini, ne cochez pas la balance des blancs par exemple. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à faire créer, sachant qu'ici, vous pouvez changer le nom du paramètre prédéfini et le groupe, parce que vous pouvez faire différents groupes pour regrouper vos paramètres prédéfinis et mieux vous y retrouver. Ensuite, une fois que vous avez tout ça, vous avez également l'historique qui vous permet de voir l'historique sur cette photo et tout plein d'autres informations. Donc ça, c'est vraiment la partie la plus simple, on va dire, de Lightroom. La partie gauche, c'est vraiment la partie rapide pour la retouche. Si vous cliquez, en fait, si vous cliquez dessus, ça va vous faire hop, voilà, ça m'applique le paramètre prédéfini. Personnellement, je ne le veux pas. Là, ça fonctionne plutôt bien par rapport à ma photo, mais ce n'est pas mon but, je veux le retoucher par moi-même. Donc je vais faire CTRL et la touche Z sur mon clavier pour pouvoir retoucher par moi-même. Et je vais pouvoir le faire manuellement, donc juste ici. Tout en haut, comme on vous en parlait avant, il y a l'histogramme. L'histogramme, ça va vous permettre de voir en fait votre photo d'un point de vue luminosité. C'est-à-dire que tout à gauche, c'est ce qui est complètement noir, tout à droite, c'est ce qui est complètement blanc, et entre les deux, eh bien, c'est plus ou moins foncé. Plus on est à gauche, plus c'est foncé, plus on est à droite, plus c'est clair. Lorsque vous passez votre souris dessus, vous pouvez voir dans quelle zone vous vous trouvez. En fait, ça va vous indiquer, si vous retouchez au noir, vous retouchez à cette zone-là de la photo. Si vous retouchez aux ombres, vous allez toucher à cette zone-là de la photo qui est sélectionnée. L'exposition, toute cette zone-là. Les hautes lumières, cette zone-là. Et les blancs, cette zone-là. Donc ça va vous permettre de savoir sur votre photo, lorsque je retouche au blanc, eh bien, je vais toucher aux informations qui se trouvent ici. Ce qui est important de retenir sur un histogramme, c'est que si votre photo est complètement noire, eh bien tout sera sur la gauche uniquement dans les noirs. Si elle est complètement blanche, tout sera dans les blancs. Donc le but d'un histogramme en règle générale, ça va être d'être plutôt bien exposé. Donc, alors évidemment il y a des cas différents et ça va dépendre du sujet, mais en règle générale on va éviter d'avoir des informations qui dépassent sur la droite ou la gauche pour ne pas cramer notre image et donc perdre de l'information dans notre image. Ensuite, on va pouvoir ici voir les informations sur notre fichier. Ça nous permet de nous rappeler comment est-ce qu'on a pris la prise de vue avec les exifs. Là, par exemple, je sais que j'étais au 600 mm, à f6.3, à 1/1600e de seconde et à ISO 1250. Ça me permet à la fois de voir si j'ai fait des erreurs à la prise de vue. Là, par exemple, l'oiseau était à l'arrêt, donc j'aurais pu baisser un petit peu la vitesse d'obturation. Mais à mon avis, il volait juste avant et juste après. C'est pour ça que j'ai été aussi élevé. Et les ISO, j'aurais pu les baisser un petit peu si j'avais pu baisser mon temps de pause. Mais là, ce n'a pas été le cas, donc voilà. Je sais que pour une autre fois, je peux y penser à baisser un petit peu mon temps de pause et baisser mes ISO pour ce type de photo, par exemple. Ça va me permettre de savoir ça. Ensuite, dans ces outils ici, qui vont être les outils les plus rapides à utiliser, on va avoir le recadrage. Ça, c'est un outil très intéressant parce que ça va vous permettre de recadrer votre photo de la façon que vous souhaitez. Alors, si vous laissez le cadenas comme ceci, vous recadrez de façon libre. C'est-à-dire que vous recadrez complètement tout comme vous voulez. Vous n'avez pas de ratio de cadre, donc votre photo, vous pouvez vraiment en faire ce que vous voulez et la placer où vous voulez. Maintenant, si vous verrouillez, ça va se verrouiller sur le ratio original. Alors ici, ça va être du 3/2, mais ça pourrait très bien être par exemple du 4/3. Si vous choisissez du 4/3, eh bien, si je descends, je ne peux faire que du 4/3, peu importe le cadrage que je choisis, je ne peux faire que du 4/3. Donc par exemple, je vais choisir du 4/3. Si vous passez trop dans un autre sens, vous allez passer en mode portrait ou en mode paysage,
Si je vais sur la gauche, je suis en mode paysage. Si je passe trop au-dessus, je passe en mode portrait. Donc voilà. Au niveau de l'aspect, vous pouvez également le faire ainsi et vous faire votre paramètre prédéfini, personnalisé comme ceci, en sélectionnant juste ici. L'angle, vous pouvez le régler soit en tapant avec le clavier, vous cliquez et vous tapez le chiffre que vous souhaitez et vous faites entrer, soit en tournant comme cela pour essayer de redresser votre photo et qu'elle soit bien droite, ou alors également une autre possibilité que vous allez avoir. Alors, hop, je vais revenir sur mon recadrage d'origine. Si vous le désirez, ce que vous allez pouvoir faire, c'est tracer une ligne. Par exemple, vous avez une ligne d'horizon, là c'est pas le cas sur ma photo. Est-ce que j'arriverai à en trouver une où j'aurai une ligne d'horizon? Ça va être un peu compliqué dans ce cadre-ci, mais par exemple, sur celle-ci, si je considère que ma ligne rouge c'est ma ligne d'horizon, je vais cliquer jusqu'ici, juste ici, je vais cliquer en haut de ma ligne rouge, je vais cliquer en haut de l'autre côté, et il va me faire en sorte que ma ligne rouge soit parfaitement droite. Là, mon but, ce n'est pas qu'elle soit parfaitement droite, donc je vais faire un retour en arrière parce que ce n'est pas une vraie ligne d'horizon. Mais par exemple, si vous faites une photo de la mer, l'horizon, la mer en fait sera vraiment une ligne d'horizon. Et donc pour être sûr qu'elle soit bien droite, vous pouvez tout simplement cliquer sur cet outil, vous cliquez en haut, vous restez appuyé et vous cliquez de l'autre côté. Et comme ça, vous tracez votre mer et votre ligne d'horizon et vous êtes sûr d'être bien droit. Donc pour revenir à la photo de ma chouette, je vais revenir juste ici, je recadre un petit peu ma photo. Alors là, je décide de la recadrer serrée, on est sur de la photo animalière, on peut se le permettre, on a beaucoup de pixels et de manière générale, on recadre assez facilement en photo animalière parce que malheureusement, on n'a pas toujours la proximité. Je vous déconseille de le faire si c'est par exemple du portrait, il vaut mieux vous déplacer directement à la prise de vue. De manière générale, dès que c'est possible, se déplacer à la prise de vue, c'est plus intéressant. Donc voilà, maintenant que j'ai fait mon recadrage, je vais pouvoir toucher aux autres outils si j'en ai besoin. Le deuxième outil, ça va être la suppression des défauts. Ce que va faire la suppression des défauts, c'est qu'en fait, je vais sélectionner une zone. Alors, par exemple ici, l'œil, et ça va me copier une autre zone. Intelligemment, en fait, il va essayer de voir une autre zone qui pourrait permettre de boucher le trou de façon naturelle, et il va me mettre cette autre zone. Je peux ajouter du contour progressif. Comme vous pouvez le voir, plus j'ai de contour progressif, plus en fait, progressivement, on va passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire que là, je n'ai pas du tout de contour progressif. Vous voyez que la séparation est très brute. On a un vrai rond au niveau de la retouche. Maintenant, si je resélectionne ce changement, vous voyez que si je mets un contour progressif, le rond est beaucoup moins brut et beaucoup moins visible. Donc en règle générale, on va utiliser un contour progressif pour cacher un petit peu en fait les limites de notre retouche, tout en essayant toujours de garder l'effet que l'on veut supprimer présent. Ensuite, on peut changer la taille pour que ce soit plus ou moins grand, que notre rond soit plus ou moins grand, et son opacité. À 0%, à 1%, il y a très très peu de visibilité de l'effet, et à 100%, c'est complètement visible. Donc ça va vous permettre plusieurs choses. Là, je vais supprimer, donc je clique dessus, je suis sélectionné, je fais supprimer sur la touche du clavier, je reclique dessus, comme ça, je repars. L'intérêt de la suppression des défauts, c'est que ça va vous permettre de supprimer par exemple des poussières sur le capteur si vous en avez, ou alors ça peut vous permettre, si par exemple vous avez un mur où il y a un endroit qui est abîmé, de supprimer, en fait de copier d'autres endroits du mur et cacher cette partie abîmée qui ne vous plaît pas sur la photo, ou d'autres possibilités. Ça va vraiment vous permettre en fait de cacher des petites erreurs, ou même éventuellement des petits boutons que vous ne voudriez pas voir sur une peau, vous pouvez les supprimer avec la suppression des défauts. Ensuite, vous avez la correction des yeux rouges. En cliquant dessus et en sélectionnant l'œil, vous cliquez dessus et ça va chercher en fait un œil rouge et ça va le supprimer. Ici, il n'y a pas d'œil rouge, donc on ne va pas pouvoir le faire et je n'ai pas de photo avec des yeux rouges. Mais vous voyez, il a supprimé en fait la couleur à l'endroit où il y avait l'œil rouge. Donc si vous avez des yeux rouges, ça va vous permettre de choisir vraiment de supprimer ce problème-là qu'on a avec le flash certaines fois. Pour ma part, je ne fais pas de photos au flash, donc je n'ai pas la possibilité de vous montrer ça. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous cliquez sur l'œil et il va analyser et supprimer, vous voyez, la couleur rouge au niveau de l'œil. Ici, il n'y a pas d'œil, donc c'est difficile pour lui de reconnaître.
et ça peut être aussi des yeux d'animaux éventuellement, il est capable de faire la différence. Ensuite, vous avez les filtres. Donc, dans les filtres, les retouches que vous pouvez faire, c'est les mêmes qu'ailleurs, c'est pour ça que je ne vais pas en parler juste ici. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est que vous allez créer un filtre gradué, comme vous pouvez voir. Ce que vous faites, c'est que vous cliquez et vous faites glisser votre souris. Vous cliquez à l'endroit où vous voulez mettre le filtre, et ensuite, avec votre souris en restant appuyé, vous choisissez de quel côté vous voulez mettre le filtre. Plus il est serré, moins il y a de contours progressifs, la transition se fait d'un coup, vous voyez qu'on passe du sombre au clair d'un coup. Si on étire ce filtre, là on a un contour progressif tout ici, de la même façon qu'on l'avait lorsqu'on parlait de la suppression des défauts, et donc ça permet de progressivement passer du clair au sombre, parce que ici j'ai changé l'exposition. Pareil, pour supprimer la touche supprimée du clavier, et ça va vous permettre de faire des filtres pour corriger une exposition sur uniquement une partie de l'image. Et vous avez également le filtre radial, c'est exactement le même principe, sauf que ici vous créez un rond, donc en restant appuyé, vous créez un rond au lieu de créer uniquement une partie de l'image. Ce que vous pouvez faire sur le filtre radial, vous pouvez l'inverser pour que ce soit uniquement ce qu'il y a à l'intérieur ou uniquement ce qu'il y a à l'extérieur et changer le contour progressif. Et après, tout le reste, ça va être de la correction de couleur, de lumière, dont on va parler juste après. Et la dernière chose, c'est le pinceau de retouche. Le pinceau de retouche que ça va vous faire, quand vous cliquez dessus, c'est que ça va vous permettre en fait de faire une retouche très précise. Vous allez par exemple, si vous voulez sélectionner uniquement la chouette et changer l'exposition uniquement de la chouette, vous allez pouvoir uniquement passer sur la chouette et donc ne changer l'exposition que sur la chouette. Alors, plus vous êtes zoomé et plus votre pinceau est petit, plus vous serez précis. Là, le but, c'est de vous montrer grossièrement. Vous pouvez toujours changer la taille du pinceau. Là, si je l'augmente, vous voyez qu'elle augmente. Pareil pour le contour progressif. Vous pouvez changer vraiment beaucoup de choses au niveau du pinceau. Ce qu'il faut bien retenir, c'est qu'en faisant afficher l'incrustation de masque sélectionnée, vous allez avoir un affichage en rouge des zones sur lesquelles vous êtes passé. Par exemple, je passe juste ici, ça se passe en rouge. L'intérêt, c'est que toutes mes retouches, eh bien, il me montre que je les ai fait, à quel endroit je les ai fait, et ça me permet de repérer si je suis bien passé uniquement sur la chouette. Là, par exemple, je suis passé ici. Donc, pour supprimer cette retouche que je ne veux pas faire, je fais la touche Alt de mon clavier, et je vais passer, sur tout l'endroit rouge, de façon à retirer cette retouche personnalisée que je ne veux pas mettre, et qui était une erreur, en fait, de ma part. Je ne veux pas sélectionner ici, donc la touche Alt du clavier, et ça me permet du coup en fait de supprimer quelque chose que j'aurais mis et qui était une erreur en cliquant ensuite avec la souris et supprimant à l'endroit que je souhaite. Là en fait, quand vous recliquez du coup sur afficher, ça vous permet de revoir la photo telle qu'elle et de changer vos paramètres juste ici de luminosité. Donc on va vous parler tout de suite. Et si vous trouvez que vous vous êtes trompé, vous sélectionnez et vous supprimez, sachant que du coup cela crée des points en fait. À chaque fois que vous créez un nouveau pinceau de retouche, là je vais créer un deuxième pinceau de retouche, vous avez 2 points pour 2 retouches différentes et ça vous permet de localiser à quel endroit se trouve telle retouche. Donc par exemple ici, je vais resupprimer ce point-là, celui-ci est encore existant. Maintenant je n'en veux pas, je supprime les deux. Et donc là vous avez vraiment toutes les retouches plus localisées qui se trouvent juste ici. Ensuite, pour la retouche de luminosité, mais également de couleur globale de toute l'image, ça va se retrouver sur ce module-là. La première chose que l'on va pouvoir faire, c'est changer la balance des blancs. Ici, comme j'ai un fichier qui est en RAW à la base, pas un fichier JPEG, c'est la différence. Vous pouvez souvent choisir sur votre boîtier entre RAW et JPEG. Le RAW, c'est un fichier brut qui a beaucoup plus d'informations. Ça va me permettre de beaucoup plus retoucher ma photo sans perdre en qualité dans l'image. Et également pouvoir du coup avoir plus d'informations si je remonte les endroits qui sont très sombres de mon image, ça ne détériorera pas beaucoup la qualité de mon image, alors que sur un JPEG, ça la détériorera beaucoup plus parce que j'ai beaucoup moins d'informations dans mon JPEG. Et également, l'intérêt du RAW, c'est que vous savez précisément la balance des blancs qu'il y a eu lors de la prise de vue. Là, par exemple, je sais qu'elle était réglée à 4350 degrés Kelvin, et je vois que mon blanc correspond à peu près bien, donc là c'est à peu près juste. Mais par exemple, si je veux être encore plus précis, je vais cliquer sur le sélecteur de balance des blancs, je vais me mettre à un endroit
qui est blanc sur mon image, qui est censé être blanc, et je clique dessus, et il va adapter la balance des blancs à ce blanc-là de l'image. Ici, ce n'est pas mon but, ça me donne une teinte jaune à ma photo, donc je vais revenir en arrière. Au final, il a bien géré automatiquement la retouche de la balance des blancs, mais parfois ça ne fonctionne pas, et donc pour avoir une bonne base de repères, vous cliquez sur le sélecteur de balance des blancs, et vous cliquez à l'endroit que vous souhaitez retoucher, du moins que vous considérez comme le point blanc de l'image, pour que toute l'image s'adapte. Quand vous recliquez dessus, le sélecteur s'annule et vous pouvez reprendre vos autres touches. Si vous voulez régler manuellement, vous pouvez le faire également en cliquant et en glissant vers la droite. Vous allez vers du plus jaune, en glissant vers la gauche vers du plus bleu. Donc CTRL Z pour revenir en arrière si vous avez fait une erreur. Et vous pouvez également le faire pour du violet et pour du vert, du moins du magenta et du vert, parce que sur les capteurs, on capte la différence de bleu et de jaune, mais également de vert et de magenta. Donc ça va vous permettre manuellement de faire des corrections un petit peu plus précises si vous le souhaitez. Si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé du tout de le faire. Ensuite, vous allez avoir la retouche de la tonalité. Donc là, vous avez un mode auto qui va vous faire des retouches automatiques, c'est-à-dire qu'il va analyser l'image, ce qu'il y a dans l'image comme information, et il va essayer de faire au mieux pour que l'image soit bien exposée. Si je clique dessus, vous voyez que ça me donne une base de travail qui est différente. Alors ici, c'est pas forcément très parlant parce que la photo n'est pas trop adaptée, mais probablement que sur d'autres photos, par exemple celle-ci, eh bien si je fais auto, voilà, ma photo de base est déjà un petit peu plus facile à retravailler qu'avant. Voilà, avant la retouche auto, après la retouche auto, vous voyez que c'est quand même plus agréable. Là, j'ai une photo qui n'est pas encore parfaite, mais qui est déjà beaucoup plus facile à retoucher qu'avant. Donc c'est ça l'intérêt de la retouche auto, je vous invite à essayer. Si ça ne convient pas à votre image, vous faites CTRL Z. Si ça convient à votre image, eh bien tant mieux, vous avez gagné déjà du temps à la retouche. Vous pouvez ensuite faire vos retouches plus précises, mais avec moins besoin de retravailler votre image. La première chose donc dans la tonalité, ça va être l'exposition. L'exposition, comme on l'a vu ici, c'est globalement la luminosité globale de votre image. Si je l'augmente, l'image devient complètement blanche. Si je la diminue trop, elle devient complètement noire. Le but, ça va être de trouver une exposition qui soit suffisamment lumineuse pour que toute l'image soit à peu près correctement exposée. Là, je trouve que ça correspond bien. Et ça va vous permettre du coup de le régler. À chaque fois, quand vous avez ces petits curseurs, soit vous cliquez sur le curseur, vous restez appuyé et vous vous déplacez à gauche ou à droite, soit vous cliquez ici. Alors, si vous cliquez juste une fois, ça va vous permettre de taper avec le clavier le chiffre que vous voulez précisément. Et si vous cliquez et que vous restez appuyé, ça va vous permettre de le changer directement en glissant de la même façon que sur le curseur. Hop, j'étais à 0,2. De la même façon que sur le curseur, mais de façon un petit peu plus précise, parce que c'est un petit peu plus lent, je trouve, avec les chiffres qu'avec le curseur, donc c'est plus facile de s'y repérer. Ensuite, vous avez également le contraste. Ça, ce que ça va faire, c'est que plus vous augmentez le contraste, si vous regardez sur l'histogramme, en fait, plus vous allez étendre la photo. C'est-à-dire que les blancs vont devenir très blancs et les noirs vont devenir très noirs. Vous voyez que si je diminue complètement le contraste au niveau de l'histogramme, juste en haut, eh bien tout est à peu près au centre. Et si j'augmente trop, tout se retrouve très écarté, les blancs très à droite et les noirs très en bas. Donc le contraste, moins on en met, plus la photo paraît grisâtre, parce qu'en fait tout se retrouve sans réel blanc et sans réel noir. Et si on le met trop, les noirs sont trop noirs et les blancs sont trop blancs. Donc on va essayer de trouver un contraste qui soit correct. Personnellement, j'aime bien ça, je trouve qu'il manquait un petit peu de contraste. C'était un jour avec beaucoup de nuages, donc il n'y avait pas beaucoup de contraste. J'aime bien avoir un petit peu plus de contraste, même si j'ai des zones très très noires, ça me permet de m'y repérer. Si vous voulez voir, notamment si vous avez une zone dans l'ombre qui a vraiment trop peu de luminosité, quand vous passez dessus uniquement avec votre souris, au niveau de l'histogramme juste ici, je vous invite à regarder juste en dessous de l'histogramme, vous voyez des informations de rouge, de vert et de bleu, donc R, V et B, en pourcentage. Là, il vous dit qu'il y a 4,8% de rouge, 4,2% de vert et 3,3% de bleu. Ça vous dit qu'il y a globalement très très peu du coup de luminosité dans cette image, parce qu'à 100% c'est blanc, à 0% c'est noir. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'en dessous de 10% et au-dessus de 90%, vous êtes dans des valeurs très très importantes. Donc au-dessus de 90%, vous êtes dans du presque complètement blanc.
et en dessous de 10%, vous êtes dans du presque complètement noir. Donc là, j'ai vraiment quelque chose de très très noir, et donc j'ai peu d'informations. Si je laisse cela tel quel, ça ne me dérange pas parce que c'est la pâte, mais si c'était autre chose, ça pourrait me déranger, donc ça permet de le voir facilement. Ensuite, au niveau donc ici de haute lumière, vous retouchez uniquement cette partie de l'exposition. Donc ça va vous permettre voilà, de faire glisser les hautes lumières de votre image, voir si vos blancs sont suffisamment bien exposés. Pour ma part, je les expose comme ceci, j'aime bien cela. Ensuite, vous allez pouvoir faire pareil pour les ombres. Plus vous le baissez, plus les parties à l'ombre de votre photo vont être sombres. Là, par exemple, je vous invite à regarder justement au niveau de la pâte. Lorsque je remonte les ombres, elle devient complètement marron. On voit vraiment beaucoup, on voit la pâte, on voit qu'il y a une aile derrière. Là, on voit uniquement du noir. Donc je vais essayer, je vais garder un peu de contraste. J'aime bien moi comme ça. Je trouve que c'est plutôt bien exposé. Ensuite, les blancs, là, ça va être vraiment uniquement les parties très très lumineuses de votre image, comme vous le voyez ici, ce qui est très très blanc. Donc voilà, vous voyez que mon exposition des tons sombres ne change pas. Mais au niveau de l'intérieur de la pâte, ça ne change rien quand je change les blancs. Par contre, le blanc juste ici, eh bien, il change beaucoup. Donc je vais le choisir. Hop, voilà. Là, je trouve que je suis plutôt bien exposé pour tout ce qui est blanc. Et les noirs, ça va être la même chose, mais avec les tons très sombres. Donc tous les noirs, les blancs ne changent pas. Par contre, les noirs deviennent très très sombres ou très très clairs. Donc je vais choisir par exemple ici, je trouve que c'est plutôt bien pour mes noirs. Et là, j'ai une exposition globale de mon image qui me correspond. Ce que vous allez pouvoir changer également, c'est la texture. La texture, comme vous le voyez, quand on le met à 0, on a quelque chose de très très flou. En fait, on va vraiment lisser la photo, un peu comme les filtres beauté que vous pouvez voir sur des filtres parfois sur Internet. Plus c'est lissé, moins en fait on va voir les détails. Alors là, c'est à l'extrême, mais ça va vous permettre de cacher des problèmes de peau, par exemple des petits trous dans la peau, ou alors des petits boutons, ça vous permettra de les cacher plus facilement. Et en augmentant, ça vous permettra de mieux voir les détails. Par exemple, si vous faites, alors là, encore une fois, c'est à l'extrême, mais si vous faites de la photo de personnes qui sont torse nu, ça va vous pouvoir permettre de faire ressortir plus les muscles en augmentant la texture. La clarté, c'est pareil. Lorsque vous la baissez, ça lisse votre image. Lorsque vous l'augmentez, ça augmente la netteté globale de l'image. La clarté, on la baisse souvent un petit peu lorsque l'on fait des portraits pour cacher les imperfections de la peau. Et encore une fois, quand on fait du muscle, on va plutôt l'augmenter. Ça dépend vraiment de ce qu'on veut faire. Mais c'est plus, voilà, vraiment pour lisser, clarté et texture, ça va permettre de lisser votre image de façon assez similaire. Même s'il y a des petites différences, vous le voyez bien, la texture, là on garde encore de l'information un petit peu sur la chouette en la baissant complètement. Quand je baisse la clarté, il n'y a plus aucune information. Et on a beaucoup changé aussi tout ce qui est les teintes de l'image, qu'on n'a pas autant changé avec la texture. Et ensuite, il y a la correction du voile. L'intérêt de la correction du voile, ça va être pour tout ce qui est lorsqu'il y a un voile atmosphérique, donc par exemple des nuages ou alors de la buée qui se retrouverait soit sur votre optique, soit entre votre optique et le sujet. Donc en fait, quand on la diminue parce que la photo est beaucoup trop contrastée, eh bien ça va diminuer le contraste. Et quand on l'augmente, en fait, ce que ça va faire, c'est que c'est adapté, ça va augmenter le contraste, mais en fait, ça va augmenter de façon très précise, ça va être plus qu'une simple augmentation du contraste. Et donc, ça va vous permettre de retrouver une photo normale, on va dire, sans le voile atmosphérique lorsque c'est de l'atmosphère, par exemple, qu'il y a sur votre photo. Et si vous faites de la photo d'astrophotographie, donc de la photo de ciel, pour avoir plus de détails dans le ciel et au niveau des petites étoiles, par exemple, augmenter la correction du voile vous permettra de mieux voir les étoiles. Ensuite, la vibrance, ça va être la vibrance de vos couleurs. Complètement désaturé, en retirant complètement la vibrance, on est presque sur du noir et blanc. Il y a encore un petit peu de vert, il y a un petit peu de marron ici, mais globalement on n'a presque plus de couleurs. Et quand on l'augmente trop, comme vous voyez, ça change complètement les couleurs. En fait, la vibrance, ça va vraiment augmenter les couleurs au niveau d'où elles se trouvent. Et ça va rejoindre la saturation. La saturation qui, elle, ne fait qu'augmenter ou diminuer vraiment uniquement la couleur telle qu'elle pour l'endroit où elle se trouve. C'est-à-dire que par exemple, en diminuant complètement la saturation, là vous êtes vraiment sur du vrai noir et blanc, il n'y a plus aucune couleur.
Et ça va vous permettre, par exemple, ici vous voyez, il y a ici sur l'oiseau, il y a une teinte un peu bleue. Si j'augmente la saturation, la teinte un peu bleue augmente. Mais elle va augmenter uniquement, précisément, en fait, ça va prendre l'information et ça va la booster, c'est-à-dire que ça va prendre le point de couleur et ça va l'augmenter plus ou moins au niveau de sa couleur selon ce que l'on règle. La vibrance, ça va vraiment jouer différemment. Comme vous voyez, là, si je mets plus ou moins de vibrance, en fait, on va diminuer progressivement la présence de la couleur en tant qu'amas. C'est-à-dire qu'on va avoir un pâté de couleurs. Si on a un pâté de couleurs au niveau de l'aile, regardez bien, progressivement, ça va diminuer en partant de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, pour ma part, je vais augmenter un petit peu la saturation. Je ne suis pas fan de la vibrance. Là, voilà. Je retrouve une photo qui me correspond un petit peu, assez colorée, parce que de base, je trouve qu'elle manquait de couleur. Ensuite, vous avez la courbe des tonalités. Ça va vous permettre en fait de régler sur une courbe directement les hautes lumières, les tons sombres, les ombres, etc. avec une courbe, donc c'est plus visuel que ce que vous avez en haut, mais c'est le même principe. Lorsque vous réglez les hautes lumières ici, c'est comme les régler ici. Hop, ça va vous permettre, voilà, visuellement de changer sur une courbe différents points. Ce que vous avez à faire, c'est que vous cliquez et vous augmentez ou diminuez, et ça va vous permettre de précisément régler certains points du coup, et uniquement certains points que vous souhaitez. Vous avez l'histogramme en dessous, et ça vous permet, par exemple, là, je veux baisser les tons sombres, je baisse les tons sombres, et ça influe directement sur mon image. C'est une représentation plus visuelle de tous les réglages de luminosité que vous avez ici en fait. Et vous voyez que vous pouvez du coup changer la région des hautes lumières, augmenter les hautes lumières ou non, vous pouvez changer les basses lumières, etc. Vous pouvez changer tout ça directement sur la courbe des tonalités. Et l'intérêt de cette courbe des tonalités, c'est que vous pouvez changer couleur par couleur, parce qu'une photo en fait c'est du rouge, du vert et du bleu, et selon le pourcentage de rouge, de vert et de bleu, on a toutes les couleurs possibles, mais il n'y a vraiment que 3 couleurs à la base, et donc vous pouvez choisir de ne retoucher que la lumière du bleu, donc ça donne forcément une teinte très bleue, ou à l'inverse une teinte très jaune parce qu'on retire tout le bleu, mais ça c'est un choix que vous pouvez faire de retoucher uniquement une couleur, parce que vous trouvez que le bleu est trop lumineux, donc vous allez baisser un petit peu le bleu, ça va laisser les autres couleurs. Vous pouvez tout à fait choisir une seule couleur grâce à cette courbe des tonalités, mais sur les 3 couleurs, donc rouge, vert et bleu, qu'il y a sur une photo. Si vous voulez quelque chose justement qui soit plus précis, vous allez avoir le mode TSL ou le mode couleur, c'est le même principe. L'intérêt en fait c'est teinte, saturation et luminance. TSL, vous allez séparer teinte, saturation et luminance. Par contre, à l'inverse, couleur, vous allez retoucher couleur par couleur la teinte, la saturation et la luminance. L'intérêt, c'est que par exemple, si je prends uniquement le vert, eh bien, je peux décider de désaturer uniquement le vert. Vous voyez que mon orange ici n'a pas bougé, le orange des pâtes est toujours aussi saturé, mais je peux augmenter ou diminuer la saturation du vert, ça ne touchera vraiment qu'au vert de ma photo. Donc ça va vous me permettre la saturation, comme je vous l'avais dit précédemment, plus ou moins de chaleur dans les couleurs, en fait plus ou moins de présence des couleurs. Plus on a de saturation, plus la photo est colorée, moins on a de saturation, moins elle est colorée. Plus on augmente en fait la teinte, là ça va être donner un vert, changer la teinte du vert, donc quand on va vers la gauche, il va vers le jaune, quand on va vers la droite, il va vers un vert encore plus pur que le vert clair qui est là, on va sur un vert qui tend vers le bleu. En fait, ce qu'il faut bien regarder, c'est les couleurs qu'il y a juste à côté. Si vous êtes sur le mode couleur, le mode jaune par exemple, le vert, eh ben, il va tendre vers le jaune si vous allez vers la gauche au niveau de la teinte, ou vers le bleu si vous allez vers la droite. Le orange, à l'inverse, si vous allez vers la gauche, il va vers le rouge, si vous allez vers la droite, il va vers le jaune. Ils vont tendre vers les couleurs juste à côté. Et ensuite, il y a la luminance. Là, ça va être retoucher la lumière, mais uniquement de la couleur verte. Là par exemple je trouve qu'elle est trop lumineuse, et bien je décide de baisser un petit peu la luminance uniquement du vert, et vous voyez je peux baisser vraiment que le vert et pas une autre couleur, donc ça me permet précisément de choisir chaque couleur et de dire par exemple le orange là je veux qu'il soit beaucoup plus lumineux, ou au contraire beaucoup moins lumineux, ou je veux qu'il tende vers le rouge ou vers le jaune,
ou alors je veux qu'il soit plus saturé ou moins saturé, mais uniquement le orange. Et donc il va chercher uniquement les endroits orange de votre image. Et en TSL, c'est la même chose, sauf que là vous avez uniquement la teinte pour toutes les couleurs, la saturation pour toutes les couleurs, la luminance pour toutes les couleurs. Au lieu de prendre couleur par couleur, là vous prenez toutes les teintes pour chaque couleur, ou alors la saturation pour chaque couleur, la luminance pour chaque couleur. Voilà. Donc c'est deux solutions qui font la même chose, c'est juste deux modes de visualisation différentes pour faire ces réglages. Ensuite, vous avez le virage partiel, vous allez pouvoir changer la teinte au niveau des hautes lumières, la saturation au niveau des hautes lumières, la saturation au niveau des ombres et la teinte au niveau des ombres, et la balance entre les hautes lumières et les ombres. Si vous la changez, ça va changer lorsque vous faites des réglages juste ici. Voilà, vous voyez ici, si je mets la balance ici, j'ai beaucoup plus ma saturation qui est mise sur le rouge, est beaucoup plus présente que si je change ma balance dans ce sens-ci. Donc ça vous permet d'équilibrer en fait saturation et teinte au niveau des hautes lumières et des ombres. C'est ça le principe du coup du virage partiel. Et après vous avez le détail, là ça va vous permettre de changer la netteté et le bruit. En fait votre photo, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez nette, de base de toute façon Lightroom il augmente un petit peu la netteté parce que la photo qui est prise en RAW n'est pas aussi nette que ce qu'on pourrait en faire. Donc il va augmenter un petit peu la netteté pour qu'elle soit améliorée et que votre photo paraisse plus nette. Donc c'est un mécanisme en fait logiciel. Si vous l'augmentez trop, vous voyez que vous perdez en qualité, vous avez en fait du bruit dans votre image qui augmente beaucoup plus. Du moins c'est pas du bruit, mais c'est quelque chose qui en tout cas y ressemble. Donc trop augmenter la netteté, ça fait perdre en qualité. Par contre, pas assez augmenter la netteté, eh bien votre photo paraît floue et ça peut vous permettre en fait d'augmenter un petit peu la netteté. Ça peut vous permettre sur une photo où vous avez très légèrement raté la mise au point. Par exemple, vous voulez être sur l'œil et la mise au point est au niveau de l'oreille, eh bien ça va vous permettre de cacher ça en augmentant légèrement la netteté pour corriger des petites erreurs ou alors augmenter la netteté pour que la photo soit encore plus nette. Et lorsque vous recadrez, c'est très important parce que vous perdez en netteté forcément vu que vous avez moins de pixels. La réduction du bruit, là ça va être lorsque vous avez en fait du bruit dans l'image, c'est-à-dire vous prenez une photo avec beaucoup des ISO très élevés, vous allez avoir beaucoup de bruit dans votre image, là il y en a un petit peu. L'augmenter, ça va lisser en fait le bruit, donc votre photo paraîtra beaucoup plus lisse, vous n'aurez plus le problème de bruit. Par contre là vous voyez la photo n'est pas très nette, quand on la met à 0, la photo est beaucoup plus nette. Hop, je vais vous remontrer. Le bruit augmente, quand on diminue au maximum le bruit, la photo est beaucoup moins nette. Par contre, on a beaucoup moins de problèmes de bruit, donc c'est tout un travail d'équilibre. Alors le bruit de luminance, c'est tout le bruit qui est lié à la lumière, et le bruit de couleur, c'est tout ce qui va être lié donc à la couleur, c'est-à-dire si vous avez du bruit coloré, ce qui peut arriver, eh bien vous pourrez le régler ici, la diminution de ce bruit-là. Alors que le bruit de lumière, c'est celui-ci, c'est le bruit qui n'a pas de couleur, qui est souvent beaucoup plus présent que le bruit de couleur. Donc là, mon but, c'est pas de changer, de toute façon, le bruit, je ne veux pas le réduire, je n'ai pas de problème avec le bruit sur cette image, mais voilà, si vous avez trop de bruit, vous pouvez légèrement le diminuer, il faut trouver le bon équilibre. N'hésitez pas justement à zoomer au 1:1 pour voir, pour ne pas perdre en netteté, pas perdre trop en netteté en tout cas, et en même temps ne pas avoir trop de bruit dans votre image. Et vous pouvez toujours réaugmenter un petit peu la netteté sur votre photo si nécessaire. Ensuite, vous allez pouvoir jouer avec tout ce qui est les profils liés à votre objectif. C'est-à-dire qu'aucun objectif n'est parfait, on a toujours un petit peu des erreurs, on va dire, dans les objectifs, et les objectifs peuvent avoir différents problèmes. Déjà, ils peuvent avoir des aberrations chromatiques. Alors ici, je n'en ai pas beaucoup de problèmes d'aberration chromatique. Ça peut arriver, je vais essayer de vous en trouver sur une autre photo pour que ce soit plus parlant. Je n'en trouverai peut-être pas. Donc ce qu'il faut retenir en fait sur de l'aberration chromatique, c'est que c'est une ligne en fait qui se trouve... non, je ne trouverai pas d'aberration chromatique. L'aberration chromatique en fait c'est une ligne qui va venir au niveau d'un fort contraste entre deux niveaux de luminosité. Donc par exemple entre un sujet
Et un fond, si votre fond, ça va être le soleil qui est très clair et que votre sujet du coup est à l'ombre, il y a des chances pour que votre objectif crée des aberrations chromatiques plus ou moins importantes selon sa qualité. Et en fait, ça va créer une ligne soit violette, soit verte autour de votre sujet. Donc cliquez sur supprimer l'aberration chromatique, ça va permettre de retirer ce problème-ci et de ne plus avoir les lignes vertes ou les lignes violettes, sachant qu'on peut le faire encore plus précisément, je vais vous montrer ça juste après. Et également activer le profil de correction. Comme vous voyez, ça change un petit peu ma photo. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un objectif, comme je vous le dis, il n'est pas parfait, et il a deux autres problèmes que l'aberration chromatique qui peuvent arriver, c'est la distorsion et le vignettage. De base, par exemple, vous voyez que mon Sigma ne fait pas des photos qui sont parfaitement lisses, vous voyez qu'elles sont légèrement bombées, parce que si je mets le profil de correction de la distorsion, en fait, eh bien, je vais légèrement, hop, si je reprends, vous voyez, on a l'impression de légèrement zoomer. En fait, on étire la photo sur les bords de façon à ce qu'on retire justement le problème. Vous l'avez souvent beaucoup plus vu avec des objectifs très grand angle, où vous avez cet effet un peu fisheye, où l'objectif paraît rond, la photo paraît ronde et on a l'impression d'avoir des bords arrondis. Eh bien, en activant le profil de correction, les bords redeviennent complètement droits, les lignes deviennent complètement droites et on n'a plus ce problème bombé que l'on a à cause de la distorsion de l'objectif qui est plus ou moins de qualité, selon aussi la longueur focale de l'objectif. Et ensuite, on a tout ce qui est le vignettage. Donc là, en fait, le vignettage, c'est le fait que l'objectif soit trop sombre. Donc, de base, en fait, les bords de l'image vont être assombris par rapport au centre. Et ça, c'est le problème du vignettage. Donc, pour éviter... Alors, ça a un aspect artistique, mais de base, pour ne pas en avoir et pouvoir voir sa photo sans et ensuite régler par nous-mêmes le vignettage, eh bien, on va laisser le vignettage. Donc, quand c'est à 100, c'est complètement retiré, c'est-à-dire qu'on est la photo brute, c'est-à-dire la photo sans problème d'optique. À 0, on a tous les problèmes qui sont présents, et à 200, eh bien, on recrée les problèmes, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire que si notre photo était bombée, eh ben, on va la bomber dans l'autre sens, ou alors si on avait du vignettage qui était noir, eh ben, il va devenir blanc. On aura le même vignettage, mais en blanc sur le bord. Donc là, c'est pas le but. On veut la photo la plus neutre possible. Et ensuite, on a donc en manuel, ce que ça va nous permettre, c'est de retoucher par nous-mêmes la distorsion. Voilà, plus ou moins, vous voyez l'effet de bombage qu'on peut diminuer. Alors là, mon but, c'est pas de le faire en manuel. Je vous conseille la distorsion de ne pas toujours la retoucher en manuel. Si jamais vous avez besoin, vous pouvez. Et en fait, en manuel, ça va vous permettre, si vous avez des aberrations chromatiques trop fortes, d'augmenter ici. Plus vous augmentez la valeur, plus vous diminuez l'aberration chromatique. Et également, si l'aberration chromatique est plus bleutée que violet, eh bien vous pouvez tendre vers le bleu, ou alors tendre vers le rose si elle est plus vers le rose. Faites attention cependant, en fait, l'aberration chromatique du coup va devenir grise. Ce que ça va faire, c'est que ça va désaturer votre aberration chromatique. Là, par exemple, vous voyez, si je me remets à 0, vous voyez que, en fait, il considère du coup cette teinte bleue sur le côté comme de l'aberration chromatique et cette teinte bleu-violet et il me la diminue légèrement. Mais parfois vous allez avoir du coup une ligne grise si l'aberration chromatique est trop forte. Vous allez avoir une ligne grise autour de votre sujet et là ça devient gênant, mais c'est si votre sujet a vraiment une aberration chromatique très très forte. Également vous pouvez changer manuellement du coup le vignettage, l'augmenter ou le diminuer. Ensuite, vous avez tout le module de transformation. Là, ça va vous permettre en fait de transformer, hop, si je vous montre, d'étirer plus ou moins la photo, que ce soit en vertical, en horizontal. Vous pouvez vraiment étirer votre photo dans le sens que vous souhaitez et ça va vous permettre du coup de décaler votre photo à gauche, à droite, etc. Pour ma part, je m'en sers jamais de ce module-là. Mais si vous voulez l'étirer ou autre pour changer les proportions, faire paraître l'oiseau un peu plus mince par exemple, on va pouvoir l'augmenter un petit peu. Alors là c'est beaucoup trop, mais si on fait 5, au lieu de 0, il paraît un peu plus mince par exemple. C'est une possibilité que l'on a. Ensuite, au niveau des effets, on a donc le vignettage. Une fois que l'on a fait notre recadrage, il va ajouter du vignettage précisément sur les bords. Parce que le problème de l'optique, si vous recadrez,
c'est que, par exemple, ici, j'ai recadré vers la droite. Donc j'ai beaucoup de vignettage ici, vu que c'est un bord, mais le bord à gauche, en haut à gauche, eh ben, j'ai beaucoup moins de vignettage, parce que le vignettage est le même sur l'optique, mais il est le même au niveau des bords. Et là, comme j'ai recadré, les bords ne sont plus les mêmes, donc il vaut mieux rajouter du vignettage juste ici, après recadrage. En diminuant en fait le vignettage, vous vous augmentez le vignettage négatif, donc le vignettage qui est noir. Vous voyez bien là, les bords sont très très noirs. Là, il y a très très peu de vignettage. Et à l'inverse, si vous augmentez, vous avez du vignettage positif, du vignettage blanc. Ce qui se fait beaucoup en photo, c'est de diminuer légèrement le vignettage, de mettre légèrement du vignettage négatif, par exemple -8. La différence est très faible si je vous montre par rapport à 0. La différence est vraiment très faible, mais ça permet de concentrer le regard vers le centre et de ne pas trop regarder les bords qui sont un peu plus sombres. En fait, on ne le voit pas naturellement quand on a très peu de vignettage, comme ici à -8. On ne le voit pas de base, donc c'est pas gênant de rajouter ce vignettage là, mais ça permet d'orienter le regard vers le centre de l'image sans pour autant perdre vraiment, parce que quand le vignettage est comme ceci, là on perd de l'information et c'est pas très beau, on a vraiment un vignettage beaucoup trop puissant, ou alors il faut que ce soit vraiment une recherche artistique. Mais donc en règle générale, on va uniquement légèrement baisser le vignettage, ou alors c'est vraiment pour un choix artistique qu'on va beaucoup baisser ou beaucoup augmenter. Sinon, on le fait un tout petit peu si on veut avoir une photo qui reste naturelle, mais où on oriente un petit peu le regard. Et après, on peut rajouter du grain. La différence entre le grain et le bruit, c'est que le grain, en fait, c'est l'effet que l'on a lié à la sensibilité d'une pellicule argentique. Donc, du grain sur une image, ça ne se voit pas de la même façon que le bruit. On a une perte de qualité comme le bruit, mais c'est pas le même style de perte de qualité. Donc certaines personnes aiment ajouter du grain sur leurs photos, alors plus ou moins, hein, on fait comme on veut, mais certaines personnes aiment en ajouter pour rajouter un style un petit peu plus proche des photos argentiques. Pour ma part, je préfère ne pas en rajouter sur la plupart des photos, mais pour donner un style, vous pouvez tout à fait rajouter du grain à vos photos en numérique. Et ensuite, vous avez le module d'étalonnage. Alors ce module-là, ce que ça va permettre, c'est de retoucher le rouge, le vert et le bleu de la même façon que sur le TSL dont on vous avait parlé juste avant, juste ici. L'étalonnage, en fait, ça va vous permettre de changer la teinte et la saturation, mais uniquement du rouge, du vert et du bleu. Donc par exemple, je retouche dans ce sens-là, vous voyez que je change la teinte uniquement du rouge, mais du coup c'est vraiment le canal rouge, le canal vert et le canal bleu qui regroupent tout dans mon image. Donc je ne touche pas qu'au rouge, je touche aussi au orange. Comme vous voyez, le orange ici est modifié en changeant la teinte du rouge, parce que c'est vraiment globalement ce qui est plus ou moins rouge. Donc par exemple, ça va me permettre de donner un style un peu particulier. Je change la teinte du rouge, je change la teinte du vert, et je vais changer la teinte du bleu, et vous voyez que j'ai un style très différent. Hop, si je fais avant, comme vous voyez ici un avant-après, en cliquant juste ici, vous avez un avant-après. Vous voyez la photo d'origine, la photo d'après, j'ai vraiment changé les couleurs grâce à l'étalonnage. Là, je ne veux pas le faire, hein. C'était pour vous montrer ce qui était possible. Ce module étalonnage, l'intérêt, c'est de pouvoir dégrossir un petit peu la teinte que vous voulez donner à votre image, le style de couleur que vous voulez donner à votre image, et ensuite pouvoir plus précisément le faire sur le module TSL pour corriger des petites erreurs que vous auriez éventuellement sur certaines couleurs qui ne vous correspondraient pas. Et donc vous pouvez également augmenter la saturation d'une couleur, augmenter la saturation du rouge, ou au contraire, hop, pour revenir en arrière, diminuer la saturation du rouge. Là, vous voyez que le vert, ça n'a pas diminué sa saturation, légèrement, parce que c'est toujours un petit peu lié, mais pas beaucoup. Voilà, c'est des choix que vous avez, vous pouvez tout à fait le faire. Et au niveau des ombres, vous pouvez changer la teinte, comme vous voyez ici, vers le vert ou vers le magenta, du coup, pour les ombres, principalement. Donc voilà, le module étalonnage, ça va vous permettre d'avoir un style un petit peu particulier à votre photo, de façon rapide à faire. Ça vous évite de perdre trop de temps sur des retouches très très précises, ça vous fait un style global de retouche. Donc voilà pour tous les paramètres de retouche de Lightroom. Maintenant, vous savez vraiment changer l'exposition et la couleur de vos photos. Et un dernier point qui peut être intéressant juste ici, c'est l'épreuvage d'écran.
Ce que ça va faire, l'épreuvage d'écran, c'est que si vous avez l'habitude de votre côté de travailler avec, par exemple, vous postez vos photos sur Instagram. Vous avez l'habitude de poster sur Instagram en mode blanc, c'est-à-dire avec l'affichage blanc, pas l'affichage noir, maintenant on a les deux, mais vous postez sur Instagram, et bien de mettre un épreuvage d'écran, ça va vous habituer votre œil en fait à avoir des bords blancs autour de votre image, et une image ne paraît pas aussi lumineuse parfois avec les bords blancs qu'avec les bords gris. Donc ça va vous permettre de voir par rapport à votre tirage final. Également, si vous avez l'habitude de développer des photos, de les faire tirer au format papier, si vous avez des bords blancs sur votre tirage papier, parce que vous souhaitez avoir des bords blancs, mettre un épreuvage d'écran, ça vous donne une meilleure idée du rendu final, même si c'est toujours un petit peu compliqué avec du tirage papier. Donc voilà l'intérêt de l'épreuvage d'écran. Et si on reprend par exemple une autre photo pour vous montrer au niveau des retouches, cette photo-ci, l'intérêt justement du module étalonnage, si on reprend un avant-après, là vous voyez que j'ai beaucoup retouché au module étalonnage. Si je désactive mon étalonnage, en le désactivant ici, en cliquant ici, vous désactivez l'effet en question. Là, c'était du vignettage, on a plus ou moins de vignettage comme vous le voyez. Eh bien, l'étalonnage, de base, vous voyez que mes couleurs, elles n'étaient pas très jolies. Déjà, j'avais une teinte assez jaunâtre, mais au-delà de ce problème de teinte un peu jaune, j'avais une photo qui, au niveau des couleurs, ne ressortait pas très bien. Et donc, en activant juste ici, vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment donné une teinte différente au bleu et au rouge, et ça m'a permis d'avoir une photo qui, au niveau des couleurs, rapidement, rend beaucoup mieux. Après, évidemment, au niveau du TSL, vous pouvez être plus précis. Là, comme je vous l'ai dit, c'était pour de l'Instagram, donc j'avais pas besoin d'être très précis. J'ai retouché rapidement au rouge et c'est tout. Mais si vous faites, tout dépend forcément de l'endroit où vous diffusez. Si vous voulez faire si c'est des photos vraiment que vous voulez ensuite publier, soit dans des articles, soit sur Internet, mais que c'est des photos qui sont importantes pour vous, passer plus de temps, c'est plus intéressant. Là, pour nous, c'est une photo du magasin. L'intérêt, c'est pas tant la photo du produit, c'est vraiment ce que l'on va dire comme texte autour de ce produit-ci. Donc voilà pour ce qui est de toute la retouche colorimétrique de vos photos sur Lightroom et également tout ce qui est retouche d'exposition. Et comme vous pouvez le voir ici, vous avez toutes les photos du dossier que vous avez sélectionné dans la bibliothèque. Si on revient sur la bibliothèque, dans le sous-dossier, j'ai choisi le sous-dossier Puy du Fou. Donc toutes les photos du Puy du Fou se retrouvent juste en bas. Je peux toutes les sélectionner, je peux choisir celle que je veux. Il me suffit de cliquer dessus pour la sélectionner. Pour me déplacer, je clique et je reste appuyé sur la barre juste ici. Ça me permet de m'y repérer. Et voilà, ça me permet vraiment de voir un petit peu où est-ce que je veux aller et de choisir la photo que je souhaite retoucher, peu importe laquelle. Hop, je clique dessus et ça me permet de me déplacer rapidement sans avoir besoin de revenir dans la bibliothèque pour voir. L'intérêt de la bibliothèque, c'est qu'on voit quand même en plus grand, mais hop, dans le module développement, je m'y repère quand même assez rapidement avec ce module, avec ce petit aperçu juste en dessous, et ça m'évite de changer à chaque fois bibliothèque, développement, etc. Et si jamais vous trouvez que ça prend trop de place et que vous préféreriez que ce ne soit pas présent, vous cliquez sur les flèches et ça va disparaître. Vous voyez, les aperçus en bas disparaissent, ils ne prennent plus de place. Si vous cliquez, ils réapparaissent. C'est pareil ici. Tout ce qui va être hop, bibliothèque, développement, etc. qu'on voit, si vous cliquez sur la flèche, ils disparaissent. Si vous recliquez sur la flèche, ils réapparaissent. Ça va être pareil ici, hein, vous allez comprendre, globalement c'est la même chose ici à gauche. Vous pouvez retirer ou réajouter, et pareil à droite, vous pouvez retirer ou réajouter toutes les informations à droite. Maintenant que vous savez faire pour tout ça, la seule chose qui vous reste à faire, eh bien, c'est d'exporter vos photos. C'est-à-dire que là, votre photo, elle est retouchée, vous avez réussi à faire votre retouche de la photo, mais vous avez un problème, c'est que elle n'est pas accessible. Ici, ce n'est pas une photo au format JPEG ou autre, vous ne pouvez pas la regarder sur une télé naturellement, vous avez besoin de Lightroom pour la regarder à chaque fois. Et donc, comme vous voulez la voir dans un format classique, que ce soit JPEG ou autre, hein, le but, c'est de pouvoir voir la photo sans avoir besoin de Lightroom. Donc, vous allez faire Fichier, Exporter, et là, vous allez choisir, vous pouvez changer beaucoup de choses. Vous pouvez changer l'endroit où vous voulez exporter votre photo,
Donc par exemple ici, en cliquant, vous choisissez le dossier vers lequel vous exportez la photo. En changeant la dénomination du fichier, vous pouvez changer du coup le nom de la photo finale. Si vous faites par exemple renommer en non personnalisé, vous pouvez l'appeler par exemple, je peux l'appeler chouette, et donc la photo s'appellera chouette. Ça me permet d'avoir un nom final directement sans avoir besoin de renommer le fichier. Je peux le renommer ici, je peux ajouter plein de choses, hein. Alors si c'est une vidéo, vous pouvez changer juste ici certains points de la vidéo. Au niveau du fichier, là je veux que ce soit du JPEG en sRVB parce que c'est ce qui est l'espace colorimétrique de base pour la plupart des écrans, donc c'est plus facile de s'y repérer grâce à ça. En qualité maximale, je peux baisser la qualité évidemment si je veux. Je peux limiter la taille du fichier, je peux vraiment faire beaucoup de choses, je peux changer les dimensions de l'image, les redimensionner, je peux changer la résolution de mon image, je peux changer la netteté pour l'améliorer par exemple, que ce soit pour un écran ou alors si je veux l'imprimer pour papier mat, eh bien je décide de mettre de la netteté pour du papier mat parce que je sais que ça sera une photo qui sera imprimée sur du papier mat. Voilà, c'est la possibilité. Vous pouvez rajouter un filigrane. Donc le filigrane, ça va être une information avec votre nom qui s'affiche. Par exemple, si je vous montre Personnage 2020, par exemple, modifier les filigranes, hop, juste ici, vous pouvez créer un filigrane. Donc là, on l'a appelé Personnage janvier 2020, et vous changez la police, etc. Et en faisant terminer, en l'ajoutant, eh bien, quand vous voyez votre photo, il y aura écrit Personnage janvier 2020 tout en bas à droite. Vous pouvez changer complètement le nom, hein. Ça c'est vous qui décidez, mais ça vous permet de rajouter un filigrane en bas de votre photo si vous désirez le faire. Si vous ne souhaitez pas le faire, vous décochez cette photo. Vous pouvez encore refaire du post-traitement, c'est-à-dire l'envoyer dans Photoshop par exemple. Donc si vous faites ouvrir dans Photoshop 2020, une fois que la photo est exportée, dans Photoshop, s'il est ouvert, eh bien, vous allez avoir la photo qui va arriver et vous allez pouvoir du coup retoucher la photo. S'il n'est pas ouvert, eh bien, ça va ouvrir Photoshop et ça va vous permettre de retoucher la photo dans Photoshop directement sans avoir besoin de la récupérer directement dans Photoshop. Là, il l'ouvre par lui-même. Donc voilà, et à la fin, une fois que vous avez fait tous vos choix, vous n'avez plus qu'à faire exporter et votre photo se retrouvera dans le fichier au format que vous avez choisi, avec les dimensions que vous avez choisies, tout ça juste ici. Si vous trouvez que vous avez fait une erreur, eh bien il vous suffit de faire annuler et votre photo n'est pas exportée et vous pouvez continuer à modifier vos photos librement comme vous le souhaitez. Voilà donc pour ce qui est de logiciel Lightroom et de comment retoucher ses photos dans Lightroom, que ce soit au niveau de la luminosité, de la couleur et de plein d'autres petits paramètres. On espère que cette formation vous aura été bien utile et qu'elle vous aura permis de comprendre comment est-ce que l'on peut améliorer une photo pour corriger des petits problèmes qu'il pourrait y avoir, que ce soit lié à notre prise de vue où nous on a fait des erreurs, ou alors simplement aux limitations de notre appareil photo, pour essayer d'avoir une photo encore meilleure grâce à la retouche. Si on reprend par exemple un avant-après, vous voyez que la photo d'origine est un petit peu moins colorée et un peu moins contrastée que la photo que j'ai retouchée. Et donc même si ça ne fait pas de gros changements, d'avoir fait ça en plus, eh bien c'est un avantage supplémentaire. Voilà, on espère que cette formation vous aura plu. On vous dit à bientôt pour une prochaine formation. Bonne journée à toutes et à tous.